Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet dernier épisode de la première saison du Blaugrana Podcast. Donc, comme à chaque semaine, ici avec vous, votre humble serviteur Michael et avec moi, mon collègue Alec. Bonsoir Alec. Bonsoir Michael, comment ça va? Ça va super bien et toi? Un peu triste que la Coupe du Monde se soit finie, mais honnêtement, en même temps, excité que notre saison 1 est finie dans le sens où ça passait vite, 11 gros épisodes. Moi, je sais déjà ce qui se prépare pour la saison 2. Tu m'as déjà montré un petit peu ce qu'on allait amener. Je suis tellement excité de présenter ça au monde. Tu as fait un travail exceptionnel. Ce travail-là, on l'a fait en équipe, Alec. Voyons, si toi, t'es pas là avec moi, le Blaugrana Podcast n'existe pas du tout. Donc, merci d'être avec moi semaine après semaine, pas juste pendant les épisodes, mais pas mal toute la journée de répondre à mes textes et de participer avec moi à ce projet que j'aime énormément. Ben absolument, et merci à tous d'ailleurs qui nous écoutent. Ça commence beaucoup à réagir sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on adore ça, parler foot avec vous, honnêtement. Vos commentaires, ça nous inspire énormément de sujets. Et pour la saison 2, on fait ça aussi pour vous. Et on a vraiment hâte, là, encore une fois, de vous présenter ça. Ouais, effectivement, moi, il y a pas une semaine que je suis pas super motivé de faire un épisode. À chaque fois qu'il y a une information qui passe ou à chaque fois qu'il y a une idée qui me passe à travers la tête, la seule chose que je pense, c'est que j'ai vraiment hâte de partager avec les auditeurs. Puis non, c'est vraiment... Honnêtement, Alex, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps avant qu'on arrive au point où est-ce qu'on en est, mais je suis vraiment très, très content de qu'est-ce que ça donne, puis je suis très excité pour la suite. Oui, ça donne envie que la saison du Barça commence, hein? Ouais, sérieusement. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais juste glisser un petit mot sur un autre truc qui me tient à cœur. Bon, vous avez remarqué la musique qui joue au début et à la fin des épisodes. J'en parle pas vraiment beaucoup, mais c'est de la musique que j'avais composée moi-même il y a très très longtemps. Quand j'étais adolescent, je faisais de la musique avec mon frère et avec des amis à moi. On avait même sorti un album, on faisait des spectacles. Donc, ce podcast-là m'a permis de sortir la musique que j'ai toujours voulu publier, mais que j'ai pas vraiment eu la chance depuis cette époque-là. Donc, il y en a d'autres. J'ai une très, très large bibliothèque de musique que j'ai très hâte de partager avec vous. Et à la fin de cet épisode, je vais partager justement une des chansons qu'on avait composées, que j'avais composées et que j'ai performé avec mon groupe dans ce temps-là. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Nice. Sinon, il y a une autre nouvelle qui est passée aujourd'hui, puis qui m'a fait vraiment plaisir, mais à un point que je peux pas expliquer. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo, qui est un quotidien espagnol qui est très, très, très populaire, qui couvre les activités du Barça et du football espagnol en général, du sport en général. Et aujourd'hui, il y a eu un article sur moi dans Mundo Deportivo qui parle de mon implication dans l'organisation de la conférence panaméricaine du FC Barcelone qui aura lieu à Dallas, au Texas, en fin juillet. Ça va être en marge du match Barça-Roma qui aura lieu le 31 juillet au Cowboy Stadium. Et pour l'occasion, je serai présent sur place
à Dallas et je vais être entouré de dignitaires du Barça. Il va y avoir des légendes, il va y avoir des joueurs du Barça et il y aura quelques vice-présidents du Barça également. Donc, on va profiter de l'occasion pour faire un épisode spécial, Alec et moi, en direct du Texas. Donc, sans plus tarder, Alec, on pourrait commencer à parler de nos 2 étoiles. Bon, les Français ont eu 2 étoiles. Nous autres aussi, au Barça, on a eu 2 étoiles. Umtiti et Dembélé, champions du monde. Donc, là, ça fait quelques jours. Mais j'aimerais quand même qu'on discute ensemble de cette finale de Coupe du Monde. Donc, premièrement, comment t'as vécu cette finale, Alec? J'ai trouvé que c'est une très belle finale, en fait. Tu sais, ça finit, il y a quand même 6 buts. C'était très offensif, là. Les Croates m'ont vraiment impressionné. Je pensais qu'ils étaient totalement brûlés, mais la première mi-temps, ils ont été tellement bons. Tu sais, ils ont vraiment montré pourquoi c'était l'équipe chouchou, si on veut, là, même depuis l'Euro 2016. Ils ont fait un match pas parfait, enfin, mais ils ont fait un match très, très beau à voir. Et la France elle a fait l'aboutissement de sa Coupe du Monde. Donc, un match avec un opportunisme, mais glacial, genre impressionnant. Comme Raphaël Varane a dit après, c'est des tueurs au sang-froid. C'était ça durant la finale. Ils marquaient sans forcément avoir de chance, là, des fois. Donc, honnêtement, j'ai très bien aimé la finale. Il y a eu beaucoup de buts. C'était pas une finale, tu sais, il y a pas eu, si je me rappelle l'Espagne-Pays-Bas où c'était une grosse attaque défense où les Pays-Bas faisaient juste mettre des gros tacles, des gros coups. Là, c'était pas ça, tu sais, ça joue au foot. Même si on dit que beaucoup de la France a défendu, je trouve qu'à chaque fois qu'il y avait la balle, il essayait de faire quelque chose. Et c'était pas laid, donc c'était pas si laid que je pense que le monde veut dire. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé la finale. Je sais pas toi, hein, mec? Moi, je veux dire un truc justement par rapport à la France, parce que tu le sais, moi, j'aime beaucoup parler de style de jeu, justement. C'est un sujet qui me passionne. Je trouve pas que la façon que la France joue est laide, nécessairement. C'est juste que c'est pas mon style de foot favori. OK? Mais quand tu regardes la France, tu vois qu'ils sont organisés. Tu vois qu'ils suivent un schéma tactique à la lettre. La défense, elle est organisée. Les contre-attaques sont organisées. On voit que les joueurs des Bleus, ils étudient l'adversaire et ils profitent des erreurs de l'adversaire. Et tu sais, quand tu dis, des fois, ils n'ont pas nécessairement des opportunités, mais ils réussissent à marquer quand même. Moi, je pense que ça fait partie du plan de match, justement, d'être opportuniste au maximum, parce que, justement, quand on joue ce type de football-là, on ne crée pas énormément d'opportunités. Donc, quand on a une chance de marquer ou de contre-attaquer, ben, je pense justement que le schéma tactique de Didier Deschamps est basé là-dessus. Du football à l'ancienne, du football à l'italienne, du football de contre-attaque à son meilleur. Puis je pense que, puis là je fais référence à une conversation qu'on avait eue dans un épisode passé, je pense qu'on est entré dans l'ère du football pragmatique. Je pense qu'on est entré dans l'ère du football de contre-attaque. Ça avait déjà commencé avec l'Atlético Madrid et c'est, bon, on va appeler ça des succès, considérant un club comme l'Atlético se rendre en finale de Champions League et gagner une Liga, c'est un succès incroyable pour un club comme l'Atlético Madrid. Donc, je pense que avec le succès de l'Atlético Madrid, avec le championnat européen du Portugal en 2016 et maintenant avec la victoire de la France en Coupe du Monde, on peut dire qu'on a les 2 pieds dans l'ère du football pragmatique. Et je pense que c'est ça vraiment qui va faire loi pour les prochaines années. Et une équipe comme le Barça, justement, va devoir trouver une façon de performer maintenant que les équipes vont essayer de mimer et de copier ce système-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Et même je vais renchérir en disant que c'est déjà le cas. Le Real Madrid, ses 3 dernières Ligues des Champions, il les gagne de façon extrêmement pragmatique. On joue un peu le style comme la France.
Le Barça, c'est qui les deux derniers entraîneurs qu'on prend? Luis Enrique et Valverde, deux entraîneurs qui sont reconnus pour leur pragmatisme. Liverpool qui tape City en Ligue des Champions avec Klopp, qui est un autre fan du style de jeu pragmatisme, encore une fois. Et comme tu dis, il y a le Cholo Simeone. Tu sais, même Zidane, encore une fois, pour revenir à lui, là, il y a pas forcément de style de jeu. Tu sais, c'est comme Deschamps. Tu sais, tu vois que c'est vraiment inspiré de 98, là, de Aimé Jacquet, où on est une équipe. On est tous ensemble, on se bat et à chaque occasion, on essaie d'aller marquer, mais on défend bien, on est organisé, comme tu l'as mentionné. Et tu sais, c'est comme tu dis, ça me fait penser aux équipes italiennes dans les années 90, où l'équipe de 98, là, française, là, pour en venir là-dessus, c'était que des joueurs qui jouent en Serie A, presque les meilleurs joueurs jouaient là-bas, dont Didier Deschamps, et c'est ça qu'il a fait durant ce mondial-là. Et oui, je pense que c'est un peu comme la mode, là, c'est le retour des années 90 au soccer aussi. En tout cas, félicitations aux supporters des Bleus. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi nos auditeurs. Maintenant, pour revenir au Barça, moi, j'ai adoré Umtiti dans cette finale. Ouais. J'ai trouvé qu'il était en pleine possession de ses moyens. Au début du match, quand le score était encore à 0-0, il vient faire deux glissades qui viennent bloquer des centres qui auraient pu être extrêmement dangereux. Des centres de Perisic, si je me trompe pas. Et on voyait qu'il était concentré à 100% et il criait des instructions à ses coéquipiers. Je pense qu'il était tombé justement sur Pavard. Il avait blâmé Pavard à un moment donné parce qu'il avait été battu de vitesse justement par Perisic. Et il agissait en capitaine. Et il me faisait penser justement à un autre défenseur central qu'on a eu dans notre passé qui avait exactement la même attitude que Umtiti avait eu pendant ce match-là. Il m'a fait penser à Puyol. Je suis d'accord avec toi. Et justement, Umtiti, sur certains matchs en Liga aussi, quand il engueulait Jordi Alba, des fois, quand il était trop sur le terrain, il me faisait penser aussi un peu à Puyol. Je suis content que tu amènes ce point-là. Et durant cette Coupe du Monde, en fait, Umtiti a été étrangement un peu moins bien dans la relance, mais beaucoup plus solide dans les duels. Mais tu sais, je veux dire, du moment où oui, il commence mal la Coupe du Monde, là, je sais pas si tu te rappelles sa main là, un peu bizarre là, pour le penalty contre l'Australie. Ouais. Mais après, tu sais, je veux dire, il met le but en demi-finale qui les envoie en finale. Après, en finale, il est extrêmement solide, comme tu l'as dit. Il parle beaucoup, il gueule beaucoup. Il est vraiment franchi un cap. Tu sais, si l'année prochaine, c'est un autre débat, là, si Piqué est blessé, j'ai pas peur qu'on mette l'anglais à côté de lui. Je sais qu'Umtiti va faire le travail, je sais qu'il va parler, je sais qu'il va diriger sa défense, il va prendre le leadership de cette défense-là. Et durant cette Coupe du Monde-là, il l'a confirmé. Tu sais, même Riolo dans l'after, là, quand il les appelait les Milou, au dernier épisode, il a dit, bon, maintenant on a deux Tintins. Tu sais, genre, après cette Coupe du Monde-là, ils ont confirmé Umtiti s'est rendu un leader de l'équipe de France et du Barça, je pense, pour les années à venir. Et je suis très, très content de l'avoir dans notre équipe. Mais pour être fair, on l'a vu venir, ça, toi et moi. Avant même que l'After ou que ESPN ou que tous ces panels-là ont finalement réussi à l'avouer, on le savait que c'est ça qui allait arriver. On avait prédit que Umtiti et Varane allaient réussir, puis on avait prédit que Piqué et Ramos étaient sur la pente descendante. Donc, la preuve a été faite, mais oui, Umtiti a passé un cap, mais personnellement, je m'attendais à ce qu'il passe ce cap-là. J'étais absolument confiant qu'Umtiti allait se transcender pendant ce tournoi. C'est sûr qu'il m'a surpris dans la façon qu'il était un leader, pas juste pour la défense, mais pour l'équipe au grand complet. Mais je doutais pas une seconde qu'Umtiti allait être solide pour les Bleus. Par contre, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est le fait que Dembélé, après avoir eu sa chance dans le premier match comme titulaire, et contre le Danemark aussi, je crois qu'il avait été titularisé, j'ai été surpris qu'on continue pas avec Dembélé puis qu'on fasse jouer Giroud. Je comprends que Giroud a joué son rôle, il
qui jouait plutôt un rôle défensif ou qui était utile dans le pressing parce qu'il créait de l'espace justement pour Mbappé et pour Griezmann. Mais moi, ça m'a laissé à ma faim. J'aurais aimé voir Dembélé avoir une meilleure opportunité de briller pendant la Coupe du Monde. Je comprends ton point. Après, je pense que pour l'organisation tactique de Deschamps, fallait avoir un pivot. Il fallait avoir un gars physique qui pouvait en fait faire reculer le bloc adverse. Donc, pouvoir avoir la capacité de jouer long et s'appuyer sur quelqu'un balle au pied. Et Giroud a été très bon dans ce rôle-là. Contre l'Argentine, la passe qui fait Mbappé, personne d'autre dans cette équipe de France-là, autre que Giroud, peut faire ce rôle-là. De contrôler la balle malgré un coup, malgré un défenseur physique, se tourner et faire une passe. À part Giroud, il n'y a personne vraiment qui peut le faire. Tu sais, Griezmann, quand il le fait, c'est quand il vient jouer entre les lignes. Il ne peut pas s'appuyer sur des défenseurs. Et je pense que Giroud, dans ce rôle-là, il n'y avait personne d'autre de son profil. Et c'est pour ça que, dans le fond, qu'il l'a amené à la Coupe du Monde. Je pense que Dembélé, en fait, il s'est sorti un peu lui-même de cette équipe-là. Parce que les chances qu'il a eues, il n'a pas été assez tranchant. Il y avait beaucoup de déchets et cette équipe de France-là, pour qu'elle puisse réussir à gagner cette Coupe du Monde-là, elle avait une efficacité, mais un pourcentage très élevé. Là, si on ferait un calcul du nombre d'attaques et du nombre de buts, je suis sûr que le ratio est très élevé. Et Dembélé, c'était un petit peu l'inverse. Il gaspillait beaucoup, il gâchait beaucoup. Après, j'étais quand même content de le voir dans cette Coupe du Monde-là. Il est très, très jeune encore. Là, je pense que ça va lui faire du bien. Mais je pense que c'était surtout un côté d'organisation tactique qui n'a pas continué dans ce mondial-là. De toute façon, Dembélé, il y aura sûrement un autre. Il y aura sûrement 3 autres opportunités en Coupe du Monde. Donc, juste le fait qu'il ait fait partie de l'aventure, qu'il y a eu quand même beaucoup de minutes pour un jeune de 21 ans, ça peut juste regarder bien pour le futur. Il y a un Euro dans 2 ans, puis entre-temps, il y a 2 grosses saisons avec le Barça qui s'en viennent pour lui. Donc, on peut juste espérer que cette expérience-là va lui emmener, va l'aider dans sa progression. Sinon, Rakitic en finale. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est battu jusqu'à la toute dernière minute. Il a vraiment tout essayé. On était passé la 80e minute, puis il avait quand même réussi à créer une chance de dehors de la ligne des 18. Puis ça l'a passé par-dessus la barre transversale, mais si ça passait pas par-dessus la barre transversale, je pense que Lloris s'était battu, puis on aurait parlé d'un score de 4-3 avec une dizaine de minutes à faire. Il a jamais rien lâché, malgré le fait que c'était son 71e match cette saison. Ça, c'est plus que n'importe qui d'autre dans le monde entier. Toi, qu'est-ce que tu as pensé dans un premier temps de la finale de Rakitic et dans un deuxième temps de son tournoi en général? Je pense que pour la finale, il a fait le maximum qu'il pouvait, surtout après tous les matchs, comme tu l'as dit, là, qu'il a joué, toutes les minutes qu'il a joué, tous les kilomètres qu'il a parcouru, surtout durant cette Coupe du Monde-là. L'équipe croate courait beaucoup. Et durant cette finale, tu sais, les 45 premières minutes, la Croatie domine le match, mais énormément. Ils perdent 2-1 et l'autre équipe avait un tir cadré, je veux dire, et c'était un but sur penalty. Donc, ils ont quand même été très malchanceux. Je pense que la Croatie a fait leur meilleure mi-temps, c'était celle-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser dans les 30 derniers mètres. Et c'est peut-être ça qui a manqué justement à Rakitic. Parce que le contrôle du milieu de terrain, c'est facile à dire que c'est juste Modric. Je pense que Rakitic a été très, très bon, très, très important dans ce fait-là. Le fait que la Croatie avait le jeu, dictait le tempo, se créer chance après chance. En fait, des demi-chances parce que finalement, il manquait toujours la dernière passe. Et c'est ça, je pense, qu'il leur a manqué à la Croatie, cette fameuse dernière passe-là pour créer une occasion claire et nette. Perisic, par exemple, a marqué un but, oui, mais dans cette dernière passe-là, il était très maladroit. Rakitic, je l'ai trouvé très bon, mais je pense que c'est le dernier geste, c'est la dernière passe qui pouvait faire la différence, qui lui a manqué. Mais sa Coupe du Monde, en général, là, elle est très, très bonne. Mais très, très bonne. Moi, je le voyais
Et c'est dans la lignée de sa saison au Barça, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, là, facilement. Tu penses qu'il peut répéter l'exploit dans la saison qui va s'amorcer dans quelques semaines? C'est dur à dire, hein, parce que comme tu as dit, il s'est vraiment tout donné sur le terrain, mentalement. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir? C'est dur à dire. J'ai peut-être, il y a deux hypothèses, je pense, qui se tiendraient. Soit l'année, il fait une année extraordinaire parce que c'est la Coupe du Monde, et je me dis, là, avec cet échec-là, on est si près d'un rêve, mais d'un rêve ultime. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir ou est-ce qu'il va peut-être dire j'ai tout essayé et on va voir le Rakitic d'il y a 2 ans qui était un peu perdu ou justement, après sa mauvaise saison il y a 2 ans, il s'est dit je rebondis et il est dominant et il reste dans cette lignée-là. C'est difficile à dire, surtout comme tu as dit qu'il a joué 71 matchs. Ben moi j'ai confiance que Rakitic, en fait c'est quelqu'un de très fiable en fait, il n'a jamais été mauvais. Donc, je pense qu'il Rakitic, il va sortir une grosse année. Peut-être pas à l'image de sa Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il y a une Coupe du Monde, c'est toujours spécial. C'est comme un Forlan qu'on n'a jamais revu, ce Forlan-là de 2010. Comme peut-être Rakitic cette année, on le verra peut-être pas à ce niveau-là, mais je pense que dans son rôle au Barça, j'ai confiance là qu'ils sont encore très, très bons. Là. Excellent. Dans le fond, que ce soit Rakitic ou le reste de l'équipe, on pourrait résumer ça en disant qu'ils ont été victimes de leur fatigue. Surtout en fin de match. En fait, moi, tout le monde, quand je parlais à beaucoup de mes amis, puis ils me disaient, tu penses que ça va les affecter? Je leur disais, ben oui, ils ont joué presque un match de plus. Rakitic, il a joué déjà 70 matchs. Ils me disaient, ouais, mais tu sais, c'est une finale, t'es pas fatigué en finale. Et moi, en fait, mon point, c'est que s'ils mènent, ils vont pas sentir la fatigue. Mais s'ils sont menés, ça va être difficile. Et du moment où le 3-1 a été marqué, même le 3-1 de Pogba, tu sens que les Croates sont en retard et c'est pas dans leur habitude d'être en retard. Ils sont toujours... Ils l'ont laissé s'amuser avec le ballon. Ils étaient combien autour de lui? Il n'y en a pas un qui flash. C'est Pogba, il fait 2 frappes. Tu sais, la deuxième, elle rentre. Le 4-1, tu as vu aussi, même le gardien, il était mentalement un peu c'était un peu difficile. Mbappé, tout seul, il peut contrôler, lever la tête, se placer, frapper. Tu les sentais un peu fatigués, même quand ils ont marqué le 4-2, qui était vraiment une erreur horrible de Lloris, parce que Mandzukic, c'est le seul à mettre de la pression. Là. Après, ils n'ont pas été vraiment capables de créer grand-chose. C'est là que tu as ressenti justement l'adrénaline embarquée, tu les as vu courir plus. Mais oui, je pense que la deuxième mi-temps, la fatigue, là, le but de Pogba, surtout, leur a fait mal. Là. Tu parles de Mbappé. J'aime pas trop m'acharner sur Neymar, là. Mais je me frotte les mains puis j'ai hâte de sortir le popcorn quand ça va péter à Paris entre Neymar et Mbappé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné ou un autre, ça pourra pas tenir. Tu sais, la photo Mbappé, un mime, là, où il dit à Neymar, bon, ben, je prends le 10, les pénaltys, puis ramène-moi un grec. Ouais, je l'ai vu ça. Anyway, c'est petite parenthèse. Fait historique maintenant. Des finalistes en Coupe du Monde au Barça, il y en a eu un total de 19. Et des champions du monde, il y en a eu 12. Les finalistes, en 74, il y a eu Cruyff et Niskens. En 78, il y a eu Niskens. Ensuite, il fallait attendre... Ensuite, bon, je vais commencer avec les médailles d'argent. Donc, Cruyff, Niskens, 98, Rivaldo et Giovanni, 2010, Afelay, 2014, Messi et Mascherano, et 2018, Rakitic. Maintenant, les champions du monde, il y a eu en 94, Romario, 98, Rivaldo, 2010, Piqué, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Valdés, Busquets, Pedro, et en 2018, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Ça veut dire que dans 100 ans, là, il y a quelqu'un qui pourra faire l'épisode 200 000 du Blaugrana Podcast, puis il pourra dire que Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé ont été champions du monde quand ils ont joué pour le Barça. Leur nom va rester là à jamais. C'est incroyable. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est Afelay. Quelle tristesse pour Afelay.
si c'était pas des blessures, qu'est-ce qui serait passé avec ce joueur-là? Oh, Pays-Bas, il était bon. Moi, je l'aimais bien. Ouais, il était bon, puis il nous a donné des bons moments aussi, là. Tu sais, Champions League Classico, la fameuse passe à Messi, je l'oublierai jamais, cette passe-là. C'est clair. C'est clair. Belgique-Angleterre, rapidement. Vermaelen est rentré à la 39e. Mm. Puis il y a eu une performance impeccable. Non, même je pourrais dire que chaque fois qu'il est entré pendant cette Coupe du Monde, il a été impeccable. Il a été un peu le joueur dans l'ombre, étant donné que, bon, c'est sûr que quand tu as un Vertonghen à côté de toi, ou même un Alderweireld à côté de toi, qui font un boulot absolument époustouflant, quand tu es efficace puis tu t'appelles un Thomas Vermaelen, c'est un petit peu moins, ça saute un petit peu moins aux yeux. Mais tu sais, vu que c'est notre joueur, moi je gardais les yeux sur lui puis j'étais vraiment attentif à ce qu'il faisait. Puis il nous a fait honneur. Absolument, Vermaelen, à chaque fois que moi je le regarde jouer, déjà, je trouve que c'est un des plus beaux défenseurs centrales à avoir joué. Il est classe, il est propre, ses relances toujours dans les pieds. C'est pas des relances faciles, là. Des fois, il va briser une ou deux lignes. Moi, je le trouve tellement bon, mais à chaque fois que tu regardes, tu te dis, c'est tellement dommage que ce gars-là se blesse souvent. Parce que normalement, Vermaelen, il est titulaire au Barça, là, tous les jours, là. Il est très, très bon, là. Donc c'est assez dommage et je suis content pour lui en fait sa Coupe du Monde, il a bien joué. Tu sais, si je sais pas c'est quoi les plans du Barça, mais si jamais ils le vendent, je pense qu'il va pouvoir se retrouver un bon club après cette Coupe du Monde là. Et je l'espère pour lui enfin. Et même s'il reste au Barça, je l'espère qu'il va s'éloigner des blessures parce que sur le terrain, moi c'est un des joueurs que j'adore voir jouer, là. Mais c'est naturel qu'on l'aime Vermaelen, non? Tu sais où il a été formé? À l'Ajax. Exactement. À l'Ajax. À l'Ajax. Je comprends pas pourquoi la direction n'a pas encore compris que l'Ajax, ça devrait être une pépinière permanente de talent pour le Barça. C'est exactement le style de jeu qui nous convient et qui nous correspond. Et quand tu vois un Vermaelen, comme tu dis, en santé, qui est irréprochable malgré le fait qu'il joue pas beaucoup de matchs, moi, j'ai juste envie de regarder vers l'avant et de continuer dans cette tradition-là, d'aller chercher des jeunes à l'Ajax d'Amsterdam, peu importe la position. Là, on parle de défenseur central, mais peu importe le poste. Moi l'Ajax, si j'avais l'autorité de prendre des décisions pour la direction sportive du Barça, je planterais un recruteur à temps plein au Johan Cruyff Arena qui serait payé pour regarder des matchs de l'Ajax à tous les niveaux, que ce soit équipe A, équipe B ou encore les équipes espoirs. Non, mais je suis d'accord. Après, même pour les joueurs de l'Ajax, hein, l'adaptation, elle va pas être trop difficile. C'est la même philosophie, carrément, hein. Donc, absolument, je te comprends, hein. Je pense que c'est surtout pour peut-être pas aller chercher la pépite à chaque fois, là, mais pour des joueurs de profondeur, comme on dit, là, prendre des gars de l'Ajax, ils savent déjà le foot. Barça, en fait, c'est plus du foot ajaxide là, que le Barça joue. Mais ils savent déjà, c'est ça, le football total, ils savent déjà tout jouer à la relance, tout jouer par terre, dédoublement, se déplacer, tout ça. C'est exactement le profil que le Barça recherche. Pour être honnête avec toi, je comprends pas pourquoi, en fait, il n'y a pas plus de transferts de l'Ajax au Barça qui se font et vice-versa. Je pense que, comme tu sais, quand Xavi dit que le Barça recrute pas des joueurs du Barça depuis des années, c'est un peu ça, hein. Je pense que c'est un peu un des symptômes, c'est justement qu'on va pas chercher des joueurs dans des clubs style l'Ajax, que c'est exactement la même chose, là. C'est comme tu dis, Vermaelen, c'est du football du Barça. Tu sais, hier, j'ai été invité au Barcelona Podcast, un podcast anglophone à New York, là. Ouais. Puis, on m'a demandé justement, comme question, est-ce qu'Eric Abidal va nous aider à faciliter nos relations avec le PSG
ce qui pourrait nous aider à recruter des joueurs du PSG plus facilement. Là, moi, j'ai répondu, mais pourquoi on veut recruter des joueurs du PSG? Je comprends que la France, même la région de Paris, c'est un vivier incroyable de talent. Mais même si, admettons, on veut recruter en France, il y a d'autres clubs. Il y a le Havre, par exemple, qui nous a produit des Paul Pogba, des Riyad Mahrez, des Steve Mandanda, par exemple, pour ne nommer que ceux-là. Donc, tu sais, c'est plus facile d'aller recruter des joueurs talentueux dans des petits clubs qui vont accepter beaucoup moins d'argent, mais que cet argent-là que tu vas leur donner, ça va leur permettre de poursuivre leurs activités. Mais si tu essaies de recruter des joueurs comme des Rabiot, puis on va y revenir, à un club qui a pas besoin d'argent comme le PSG, tu t'exposes à des dépenses faramineuses qui seraient pas du tout nécessaires. C'est clair, les gars au PSG, ils ont déjà des salaires énormes, là. Fait que tu vas encore payer beaucoup plus cher les salaires. Donc, ouais, non, je suis d'accord. Ce genre de liaison-là entre le Barça qui achète au PSG, j'ai jamais compris. Ça n'a jamais vraiment marché, là. Bon, peut-être Ronaldinho à l'époque. Où ça a très bien marché, en fait, mais... Un autre PSG, par exemple. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, à la limite, s'ils seraient allés chercher des Marquinhos, des choses comme ça, je comprends, mais... Je comprends pas ça, moi. Tu sais, des dings, la rumeur Rabiot. Non, je comprends pas. Ça nous permet de faire une transition, justement, aux infos de la semaine. Parlant de joueurs français, le Barça a recruté un défenseur central français qu'on aime beaucoup ici au Blaugrana Podcast, Clément Langlais. Donc, le montant du transfert, 35,9 millions, contrat jusqu'à 2023, avec une clause libératoire de 300 millions d'euros. Comment tu le regardes, toi, ce transfert-là? Bah, comme on a déjà dit, en fait, je suis très content de le voir. C'est un gars qui connaît déjà la Ligue 1. Tu sais, enfin, on va chercher des gars qui connaissent déjà la Ligue, moins de temps d'adaptation. Tu sais, je vois plus un transfert de la part de Valverde, tu vois. Tu sais, plus, on parlait de pragmatisme, c'est un peu ça, là. Tu sais, un défenseur en Liga, dans la CV, qui est quand même un club important pour la Liga. Donc, il y a beaucoup de minutes de jeu dans une équipe compétitive, qui a des objectifs quand même importants, qui est propre au pied, mais aussi comme très physique, hein. Il est très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de le voir jouer. Je pense que c'est... tu sais, je veux pas mettre piqué directement sur le banc. Je pense qu'il y a une revanche à prendre, mais c'est vraiment un complément intéressant à Umtiti. Ça serait vraiment une paire de défenseurs modernes, là, tu sais, très mobile, très propre balle au pied. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir jouer là avec le maillot Blaugrana. Puis je pourrais rajouter aussi que ça vient corriger un peu l'échec Inigo Martinez l'année passée. Oui, absolument. Valverde, il voulait absolument un défenseur central de premier plan. Il a fini par l'avoir, donc bonne chance à lui et espérons que l'impact se fera ressentir dès la première saison. Par ailleurs, Philippe Coutinho est finalement portugais. Donc, au moment où on se parle, les joueurs extra-communautaires du Barça sont Yerry Mina, Arthur Melo et Douglas. Il peut partir à Nantes. C'est pas encore officiel. Non, il y a Marlon aussi. Mais là, Nantes ont pris Fabio. Hein. Je sais pas si tu as vu le jumeau là, de ancien United. Je sais pas s'ils vont prendre Douglas finalement. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Mais pour l'instant, on a encore Douglas puis on a encore Marlon. Et il n'y a rien qui indique qu'on est proche de s'entendre avec un club là-dessus. Donc, dans le cas de Douglas, ce serait sa dernière année de contrat au Barça. Donc, si on ne réussit pas à le vendre, j'ose imaginer qu'on va le résilier. Ouais. Mais anyway, à suivre. Le mercato anglais ferme le 9 août. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, la Première Ligue avait voté, les clubs de Première Ligue ont voté pour que le mercato se ferme avant le début de la saison pour éviter justement un peu ce dérangement qui existe en début de saison et les difficultés qui viennent avec. Ils ont décidé que aucun club pouvait acheter de nouveaux joueurs
partir du début de la saison. Donc, pour un club comme le Barça, ça veut dire qu'il faut se dépêcher pour vendre et conséquemment, il faut se dépêcher pour acheter si on a l'intention d'acheter en Angleterre. Puis là, on a eu des offres justement, mais on s'est aussi fait offrir des joueurs. La semaine passée, Mino Raiola, le super agent Mino Raiola, était à Barcelone et il a rencontré des membres de la direction sportive et il a proposé Paul Pogba au Barça pour un montant de 150 millions d'euros. Toi, Alex, je sais que tu aimes beaucoup Paul Pogba. Si Paul Pogba viendrait au Barça, où est-ce que tu le ferais jouer? Et comment est-ce que tu t'assurerais de son adaptation? En fait, moi, tu vois, Pogba, c'est quand c'est à Juventus, je le trouve extraordinaire. Et là, à United, il était très décevant. Mais je pense qu'elle le prendre maintenant, après cette Coupe du Monde-là, où il a vraiment été tellement bon, mais tellement utile dans la récupération, dans les 30 derniers mètres et dans la transition. Je veux dire, ce gars-là peut tout faire sur le terrain, sur le milieu de terrain et un top 5 milieu de terrain dans toutes ces facettes-là. Et je pense que le Barça, avec peut-être le changement de foot, en fait, avec le départ de Xavi Iniesta, on a besoin d'un Yaya Touré. Où Yaya Touré, à l'époque, était excellent avec le Barça, mais on avait besoin de Busquets. On a donc eu Busquets. Là, on a besoin peut-être d'un gars qui peut parcourir beaucoup de kilomètres sur le terrain, balle au pied, qui peut récupérer et qui est très technique. Qui a ce rôle-là en ce moment? C'est Rakitic. Et pour moi, Pogba, de par son jeune âge, de par sa victoire en Coupe du Monde, versus un Rakitic qui commence à être vieillissant, je pense que ça c'est un upgrade au milieu de terrain. Et si évidemment on resterait dans le 4-3-3 traditionnel, par exemple, je le ferais jouer à côté, évidemment, de Busquets et de Coutinho, où justement ça pourrait le libérer un peu. Ou si on joue encore en 4-4-2, tu mets Coutinho à gauche, un double pivot Pogba-Busquets, par exemple. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Et aussi, ça pourrait aider un Messi, ça pourrait se rendre le Barça peut-être un petit peu moins prévisible, dans le sens où Pogba est capable de frapper de loin, peut jouer long, peut jouer court, peut dribbler. Oui, 150 millions, c'est vrai que ça fait un peu cher. Après, on a payé 180 pour Coutinho, donc je pense pas que ça serait un montant peut-être astronomique comparativement à ça. Mais moi, je pense qu'un Pogba au Barça, je le voulais déjà en fait quand il était parti de la Juventus, je le trouvais très très bon. J'adorerais le voir au Barça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'aimerais bien le voir dans notre équipe. Point de vue football, j'adorerais le voir au Barça. Mais puisque tu as parlé un peu de football, moi, je vais parler plutôt de business, de comptabilité. J'ai de la difficulté à imaginer un scénario où est-ce qu'on peut générer assez d'argent en vente de joueurs, et Dieu sait qu'on a énormément de joueurs à vendre, pour pouvoir justifier une dépense de 150 millions. Je sais qu'il y a un 100 millions qu'on n'a pas dépensé sur Griezmann, et la planète entière le sait également, et certains clubs ont leur couteau, leur fourchette et leur bavette, et ils sont prêts à aller chercher leur part de cet argent-là. Mais moi, le seul scénario où est-ce que je pourrais envisager qu'on achète un Paul Pogba à 150 millions de dollars, c'est si on accepte cette offre qui nous est venue du Bayern de 81 millions pour Ivan Rakitic. Et il est là mon dilemme. Est-ce que je laisse partir un joueur qui a tout donné et qui peut encore donner énormément pendant... Bon, on va être réaliste. À l'âge de 30 ans, il peut nous donner un autre 2 ans solide, mettons. Pour miser sur un Pogba que, comme tu as dit, qui était excellent à la Juve, qui était excellent en bleu avec l'équipe de France, mais qui a pas confirmé depuis trop longtemps avec l'équipe de France et qui a quand même déçu avec Manchester United.
Donc, quand moi, je mets toutes ces variables ensemble, j'ai un gros doute. Je dis pas qu'il réussirait pas au Barça, mais ce serait un énorme risque et ce serait vraiment un immense gamble de faire cette opération-là. Je suis d'accord. Après, Pogba, je pense qu'il a pris il est rentré dans une autre dimension, enfin, dans ces coups du monde-là. Je sais pas si tu as vu le reportage, là, style Les yeux dans les bleus, mais 2018, là. Mm-hmm. Ses discours avant la demi-finale, ses discours en mi-temps, ses discours après la victoire contre l'Argentine, son discours, mais incroyable avant la finale. Je pense qu'il est passé dans un autre niveau. Il s'est rendu compte, je pense, où était sa place. Et comme j'ai aimé ce que Mourinho a dit, hein. Ils lui ont demandé qu'est-ce que tu penses du mondial de Pogba. Il a dit j'espère qu'il va comprendre comment ça il était aussi bon. Parce que dans ce mondial-là, Pogba, son fameux potentiel que tout le monde parle, on l'a vu parce qu'il a joué là où il devait jouer. Et dans ce rôle-là, pour moi, c'est presque il pourrait être le meilleur au monde là, dans ce rôle de milieu de terrain qui fait tout. Là. Il est tellement, mais tellement fort. Et c'est vrai par contre que si Pogba, il a joué une Coupe du Monde extraordinaire. Là. Ça se peut qu'il retombe dans le Pogba de United où il est arrivé en trottinant, en faisant 2-3 crochets, il défendait pas. Par contre, à sa défense, il jouait dans un United très, très, très plate, avec Fellaini à ses côtés. Donc bon, c'est pas le même contexte, mais c'est vrai que c'est un gros pari. Par contre, sans pari, est-ce que le Barça peut faire plus que ce qu'il a fait de l'année passée? Là? Si on garde exactement la même équipe, est-ce qu'on va vraiment faire plus? Est-ce qu'en amenant un Pogba champion du monde, en faisant peut-être en laissant le leader, au nouveau leader un peu, un petit Pogba. Moi je pense que ça pourrait faire du bien à cette équipe-là. Un gros changement en fait, là, mais avec un gars qui c'est un pari, mais il a montré qu'il pouvait être excellent. Donc je pense que ça pourrait faire un grand bien au Barça. Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça voudrait dire qu'on devrait faire un pacte avec Mino Raiola. C'est ça, c'est le petit hic. Après, en fait, c'est un gros hic même quand même Raiola d'avoir autour de l'entourage de l'équipe, c'est pas la meilleure des choses. Mm-hmm. Mais tu sais, si on voit, moi c'est surtout Pogba dans le contexte où je vais te laisser faire la transition. L'autre rumeur, c'est un Rabiot. Tu sais. Ça amène pas le Barça, ça améliore pas l'équipe selon moi. Non, effectivement. Et le PSG, il veut 40 millions plus 10 en variable pour Rabiot. Donc, tu sais, pour un joueur qui a seulement une année à faire à son contrat, on pourrait tout aussi bien. Puis là, je parle si le Barça le veut, là, parce que moi, je le veux pas, là, mais j'essaie de mettre dans les souliers de la direction sportive. Tu veux Rabiot avec une année qui reste à son contrat, ça veut dire que dans 6 mois, là, tu peux t'entendre avec lui. Tu peux t'entendre avec lui, puis il peut venir gratuitement dans 1 an. Et dans 1 an, il y aura quoi, 24 ans? Ouais. Donc, je comprends pas pourquoi on voudrait payer 50 millions d'euros pour un joueur qui va être libre de négocier avec toi dans 6 mois. Et qui pourra... comme Rabiot. Ça, c'est un autre volet. On l'a bien couvert, toi et moi, dans l'épisode dernier. Mais Rabiot, c'est attitude zéro. Attitude zéro avec un entourage toxique qui inclut la mère, qui inclut sa propre mère. Ouais, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est un red flag. Là, genre, laisse ça loin. Là. Exact. Il est pas assez bon. Fait exemple, justement, Pogba avec Raiola, on se disait oui, il y a Raiola, mais il est très bon. Rabiot, il est pas assez bon pour toutes ces hicks-là. Là, je vais faire l'avocat du diable parce que c'est un argument qu'on m'a vraiment... qu'on a beaucoup partagé avec moi dans la semaine qui vient de se passer. On me dit, ouais, mais Luis Suarez aussi, il n'avait pas une bonne attitude avant d'arriver au Barça, puis c'était un joueur qui avait une mauvaise réputation avant d'arriver au Barça. Mais Luis Suarez, OK, c'est une position différente, mais quand même, Luis Suarez, quand il est arrivé au Barça, c'était le meilleur attaquant de pointe au monde.
Adrien Rabiot, c'est pas le meilleur milieu de terrain au monde. Mais surtout, c'est pas la même attitude du tout, là. Suarez, c'était comme, il y avait des gestes violents sur le terrain, des gestes d'humeur, mais tu sais, des gestes 2-3, ben bon, quelques-uns, mais tu sais, c'était pas, Rabiot, c'est du genre à aller dire à Emery, je veux pas jouer numéro 6, faut que tu me fasses jouer relayable. Il a dit à Deschamps quasiment d'aller se faire foutre parce qu'il avait pas pris dans les 23. Ouais. C'est totalement différent pour moi, là. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je voulais l'adresser quand même parce que je veux qu'on soit le plus démocratique possible avec nos auditeurs. Puis... D'accord. Donc, une autre nouvelle. Daily Blind, un autre client de Mino Raiola et un autre ex-joueur de Manchester United, a quitté Manchester United pour aller signer à l'Ajax. Et ça ouvrirait la porte à un éventuel transfert de Frenkie de Jong de l'Ajax au Barça. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à Frenkie de Jong, c'est que Frenkie de Jong a dit sur tous les toits qu'il était un supporter du Barça depuis son enfance, qu'il voulait absolument jouer au Barça. Mais le hic maintenant, c'est que l'Ajax veut garder Frenkie de Jong une année de plus parce qu'ils viennent de perdre Justin Kluivert, puis ils vont vraisemblablement perdre Hakim Ziyech aussi, qui prendrait la direction de la Roma également. Donc, ils veulent garder Frenkie de Jong une année de plus pour demeurer compétitif. Et maintenant, qu'est-ce que le Barça aurait offert à l'Ajax? Ce serait de faire un peu comme ils ont fait avec Arthur Melo, c'est-à-dire de s'entendre sur un prix aujourd'hui, de faire un pré-contrat aujourd'hui, mais de seulement officialiser le transfert dans un an. Maintenant, toi, Alec, je ne sais pas si tu as eu vraiment la chance de voir Frenkie de Jong jouer, mais qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette rumeur? Justement, j'allais voir t'en parler, je le connais pas tant que ça, j'ai l'impression que tu le connais beaucoup plus que moi. Justement, demander, toi, justement, de m'en parler. Bon, Frenkie de Jong, c'est un joueur ADN Barça. C'est un milieu de terrain un peu homme à tout faire, je te dirais. Il peut faire il est bon dans les deux côtés de la balle. Il est très versatile. Il est très propre dans son jeu. Des courtes passes, une bonne lecture de jeu. Comment je pourrais dire? Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu box-to-box. Puis... Ouais, c'est un milieu de terrain quand même grand, là. Je suis en train de voir, là, 1m80, 21 ans. Est-ce que tu penses justement que ça serait bien qu'il reste à l'Ajax 1 an comme titulaire pour en faire une différence et après qu'il rejoigne le Barça? Si on peut avoir une garantie, comme un droit de premier refus, par exemple, l'Ajax ne peut pas le transférer nulle part, puis c'est nous qui a les droits sur lui la minute où il quitte l'Ajax. Moi, je pense que ce serait pas bête. Parce que là, déjà, il faut qu'on intègre Arthur. Il faut qu'on intègre Alenia. On a Coutinho qui va faire l'aller-retour entre les postes de milieu offensif et d'ailier gauche. Donc, oui, le Barça va faire un coup d'éclat puis il va aller chercher un milieu offensif. Mais dans un projet comme Frenkie de Jong, qui est un projet à long terme, je pense que ce serait peut-être plus sage de le laisser poursuivre son développement à condition de s'assurer d'aller chercher l'année prochaine. Mais allez, là je m'adresse aux auditeurs, là. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Allez voir des anciens matchs. Et dès que la saison recommence, si vous avez la chance de regarder le championnat néerlandais, regardez les matchs de l'Ajax et allez voir Frenkie de Jong. Vous allez tomber en amour et vous allez crier sur tous les toits et vous allez certainement vouloir que la direction sportive du Barça signe ce joueur. Ce joueur représente qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir. J'espère que tu penses qu'on aurait dû le prendre avant Arthur? À place d'Arthur, plutôt? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, parce que
On n'en a jamais assez des joueurs comme ça. Puis Arthur, j'ai l'impression que c'est un profil qui est un peu plus défensif que Frankie de Jong. Frankie de Jong, tu peux le placer un peu plus haut sur le terrain. Frankie de Jong peut faire qu'est-ce que... J'aime pas ce genre de comparaison-là, là, mais Arthur, si Arthur est un mini Xavi, Frankie de Jong, ce serait plus un mini Iniesta. OK. OK? Mais un mini Iniesta d'il y a 10 ans. Parce que Iniesta, vers la fin, c'était vraiment un milieu offensif pur. Right? Mais Iniesta, quand il venait de commencer au Barça, quand il venait d'être promu, son rôle était... Comment je pourrais dire? Il couvrait beaucoup plus de surface, on va le dire comme ça. Frankie de Jong est un joueur qui couvre énormément de surface, mais qui contribue énormément à l'attaque. Nice. J'ai hâte de voir ça en tout cas. J'aimerais bien le voir. Comment tu me le décris en tout cas, là, ça donne envie de le voir jouer. Moi, je te dis, je suis tombé en amour avec ce joueur-là par hasard. C'est même pas lui que je voulais voir. Je voulais voir The Light. Je voulais voir The Light, puis je voulais voir Justin Kluivert et Frankie de Jong jouer ce match-là. Et j'ai été capable de voir Frankie de Jong, puis depuis ce temps-là... Mais je te dis même, Alec, si tu peux regarder les matchs de l'Ajax cette année, là, c'est comme regarder le Barça dans le temps de Guardiola, mais dans une ligue qui est beaucoup moins forte. Ouais, non. Déjà, je les avais vraiment beaucoup aimé. Là, je sais pas si tu te rappelles à la finale de l'Europa League contre Manchester United. Déjà, là, c'était une équipe genre de 22 ans. Les joueurs, ils jouaient tellement bien. Là. J'avais vraiment aimé ça. Pour moi, ils gagnaient cette finale-là. Là. Ils ont tellement mieux joué. Non, c'est sûr, mais ils ont mieux joué que Manchester United. Ils gagnaient cette finale. Tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Olympique Lyonnais? Ouais. C'était même pas drôle. Là. T'avais pas l'impression que c'était l'Olympique Lyonnais en face, qui est pourtant une grande équipe. Des gamins là, de 18 à 21 ans. Là. Non, je suis d'accord. Non, ça, c'était la parenthèse Ajax. Bon, une autre nouvelle que j'aime pas, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on essaie de prouver à la direction sportive du Barça, là. Mais le Barça fait une offre de 50 millions de livres sterling, pas euros, livres sterling. OK? À Chelsea pour aller chercher Willian. Chelsea dit non. Qu'est-ce que nos érudits à la direction sportive décident de faire? Rajouter 10 millions de livres sterling sur la table et de faire une offre de 60 millions pour Willian. Ça, en euros, là, pour nos amis européens, c'est 68 millions d'euros pour un joueur de 30 ans qui n'a pas eu une superbe Coupe du Monde et qui joue dans une équipe qui ne fait pas la Champions League. Juste ces deux variables-là, et on prend pas en ligne de compte rien d'autre. Là. On discute même pas du fait que aussi brillant qu'il peut être offensivement, qui est complètement irresponsable défensivement, on parle pas de ses pertes de balles à répétition non plus. On parle juste des facteurs que tout le monde peut accepter d'emblée. Et pourtant, on est prêt à offrir 68 millions d'euros. Et même si tu me parles du point de vue marketing, t'en connais des gens autour de toi, Alec, qui vont aller acheter le maillot de Willian? Je sais pas. Ça fait aucun sens de toutes les façons que tu peux le tourner. Ni marketing, ni football, ni avenir, ni argent. Pour moi, c'est d'une aberrance inexplicable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu l'as bien résumé. Et après, tu sais, moi je pense que si je peux faire la défense là, de la direction, je pense qu'ils veulent le recruter pour enlever un petit peu de pression à Dembélé d'un poste de titulaire pour avoir quelqu'un à droite qui est déjà
qui est déjà très très bon. Mais après, je pense que ce qui va nous sauver, c'est que Chelsea va vendre Hazard au Real Madrid et ils vont pas vouloir vendre Hazard et Willian. Ouais, j'imagine. Mais encore là, cette opération-là, elle n'est pas faite. Ouais, tu sais, je veux dire, Hazard, il est sorti dans les médias pour dire qu'il voulait aller au Real. Donc, je pense que ça va se faire. Ouais, il fait son petit appel du pied. Ouais, Ouais, c'est ça. il n'a pas envie de manquer un autre Champions League. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, Perez qui dit qu'ils vont recruter des stars. Donc, Hazard qui fait un gros mondial, ça fait 1+1 égale 2. Hmm. On verra. Petite info en rafale, il y a 3 joueurs du Barça B qui ont connu des mouvements. 2 qui ont été prolongés, 1 qui a été prêté. Donc, Alex Collado, euh, qui a été prolongé jusqu'en 2021 avec une clause de 100 millions. Et Quique Saverio, qui a été prolongé jusqu'en 2020 avec une clause de 50 millions. Quique Saverio, il n'est pas du Barça B, par exemple, je pense qu'il est dans les juvéniles. Marc Cardona, qui est quand même un habitué du Barça B depuis plusieurs années maintenant, a été prêté pendant 1 an à Eibar. Il est vraisemblablement trop fort pour jouer en Segunda B, donc à la place de suivre le Barça B qui vient d'être relégué, ben, il va jouer finalement en Liga avec Eibar. Alej Vidal, est-ce qu'il ira à Sevilla, à Villarreal ou au Lokomotiv de Moscou? C'est ce qu'on va voir, mais vraisemblablement, il y aurait eu 3 offres venant de ces clubs. Et son agent est sorti aujourd'hui pour déclarer que Alej Vidal allait quitter le Barça à 90%. Donc, il y avait 90% de certitude qu'il va quitter le Barça cet été. André Gomes, on a reçu une offre pour le milieu de terrain portugais venant d'Arsenal pour un montant de 20 millions d'euros. C'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. Donc, à suivre. Je sais que le club veut 30 millions. Il veut vraiment, il tient vraiment mordicus à ce montant de 30 millions, mais vraisemblablement, plus on attend, plus le prix va baisser. Donc, je comprends pas pourquoi on fait pas juste le vendre. Après, honnêtement, si moi je suis Arsenal, c'est une bonne opération. Hein. Je pense qu'André Gomez, oui, il rate son passage au Barça et c'est très dommage, mais c'est surtout mental parce que techniquement, c'est un très bon joueur à la Valence, il était très bon. Il a 30 millions d'euros avec Emery comme entraîneur. Et je lui souhaite, là, pour moi, ça pourrait être une des bonnes pièges cet été. Ah, effectivement. Tu sais, moi, je souhaite pas de mal à un joueur qui a manqué son coup au Barça. Tant qu'il reste humble, puis tant qu'il reste un gentleman. Puis André Gomes, c'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est injuste de voir à quel point il se fait rentrer dedans dans les réseaux sociaux parce que, tu sais, même s'il réussit pas, moi, je suis persuadé qu'il essaye. Puis je suis persuadé que ça lui fait du mal quand il se fait siffler ou quand il voit qu'est-ce qu'on dit sur lui dans les réseaux sociaux. Parce qu'André Gomes est très présent dans les réseaux sociaux, puis je suis sûr et certain qu'il remarque qu'est-ce que les gens disent sur lui. Donc, de changer d'air pour se relancer, ce serait la meilleure chose pour lui, puis ce serait la meilleure chose pour le club aussi, parce que ça nous permettrait de laisser la place à un autre. 100% d'accord. Everton offre 16 millions d'euros pour Digne, 24 millions d'euros pour Mina. Donc, il y a un coût à jouer là. Tu sais, on parlait tout à l'heure de 150 millions pour Pogba. Là. Là, juste là, tu as 40 millions pour 2 joueurs qui ne joueront pas cette année. Moi, quand je vois des choses comme ça, là, surtout avec le mercato qui ferme dans vraiment pas longtemps en Angleterre, ce serait une bonne chose de les laisser partir. Déjà, le poste de Digne, on a 2 jeunes qui pourraient prendre la relève. On a Juan Miranda et on a Marc Cucurella qui pourraient prendre la relève puis qui pourraient obtenir quelques minutes
pour poursuivre leur développement et pour reposer Jordi Alba à l'occasion. Donc, sinon, il y a Leicester City également qui ont offert 30 millions pour Mina. Et West Ham United aussi serait intéressé aux défenseurs colombiens. Vive la Coupe du Monde. Ouais. Là, ils font en profiter. Là. Thierry Henry quitte Sky Sports et veut devenir entraîneur. Donc, il a obtenu sa licence A de l'UEFA en 2016. Et il vient de sortir d'une expérience avec la Belgique. Il a été de l'aventure pendant toutes les qualifications jusqu'à la Coupe du Monde. Et il a vu son équipe terminer 3e de la Coupe du Monde. Donc, Alec, si tu avais la chance de t'asseoir avec Thierry Henry et de lui offrir un poste au Barça aujourd'hui pour qu'il poursuive son ascension afin de réaliser son objectif de devenir entraîneur d'une équipe professionnelle, quel poste est-ce que tu lui offrirais? Adjoint, carrément adjoint de l'équipe première. Je pense qu'il a démontré des bons moments avec la Belgique. Avec Martinez aussi, qui est un très bon entraîneur aussi. Donc, je pense qu'il a appris de quelqu'un de très doué. Je pense qu'il pourrait le faire avec Valverde aussi. Il connaît déjà le club en plus. Il sait comment parler aux joueurs. Il a joué avec certains joueurs aussi. Il va être respecté dans le vestiaire. Ça, j'ai 100%. En fait, j'ai aucun doute là-dessus. Coach, je pense que c'est un petit peu trop tôt, évidemment, pour le Barça. À moins que... là, je sais qu'on a Pimienta, justement, au Barça B. Sinon, je pense que ça aurait pu être intéressant aussi. Mais je pense qu'entraîneur adjoint directement de l'équipe première, ça serait très intéressant, autant pour lui qu'autant pour nous. Il y a jamais, quand il parlait à la télé, il y a toujours eu une grande admiration pour le jeu de Guardiola et du Barça. Donc, je pense que ça serait un super bon fit. Là, je vais te poser une question un petit peu plus difficile. C'est la dernière année de Valverde. Et ensuite, Valverde a une année d'option à son contrat. Tu ramènes Thierry Henry comme assistant-entraîneur. Est-ce que tu serais prêt à prolonger Valverde une année de plus pour que dans 2 ans, Thierry Henry devienne entraîneur de l'équipe première? Ouais, je pense qu'en fait, l'amener comme entraîneur adjoint, ça serait ça la meilleure solution, dans le sens où tu prends Henry comme adjoint pour qu'il puisse te démontrer qu'il va prendre la relève après. Tu sais, en plus, il va déjà connaître les joueurs, il va pouvoir déjà, un petit peu comme Tito Villanova, tu sais, avant que Guardiola parte. Je pense que ça serait très intéressant. Valverde, je pense que, en fait, chaque entraîneur dans les grands clubs, je pense que 3-4 ans, c'est le maximum qu'ils peuvent faire, sauf exception. Je pense que Valverde ne sera pas forcément une exception. Donc, je pense que oui, en fait, le plan d'amener Thierry Henry comme entraîneur adjoint pour qu'il prenne le club dans 2 ans, ça serait super, là. Ça serait super. Parfait, mais j'espère qu'on nous écoute. J'adore Thierry Henry, by the way. Je le dis pas assez, là. Je le dis pas assez souvent, là, mais c'est tellement un cerveau de football. Puis quand tu le vois, quand il explique la psychologie derrière les décisions qu'il prend, que ce soit sur un terrain de foot, ou que ce soit dans sa carrière, ou que ce soit même dans sa vie personnelle, c'est un érudit, c'est un génie, puis il est extrêmement sous-estimé. Puis j'ai hâte qu'il montre à tout le monde qu'est-ce qu'il est capable de faire comme entraîneur. 100% d'accord. Qatar 2022. Figure-toi donc que la Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Ça veut dire qu'on pourra prolonger nos vacances de Noël pour aller regarder la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, imagine quand le Mexique va rebattre l'Allemagne dans 4 ans, je vais devoir aller célébrer ça à moins 35 degrés dehors. Bon, premièrement, je dis ça en blague, là, mais je m'imagine pas du tout aller au Qatar. Non, c'est clair. Honnêtement, après, c'est une décision aussi politique. Ouais. Politique. Je veux dire, le faire l'hiver, là, c'est une décision aussi ridicule que de faire la Coupe du Monde au Qatar. Ça va avec, là, puis je pense que ça va être une Coupe du Monde assez bizarre.
On pourrait en parler longtemps, là, c'est quasiment des esclaves qui construisent les stades. Ils meurent. Eux, ils font ça durant l'été, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il faisait un petit peu trop chaud, bizarrement, au Qatar. Fait qu'on va faire ça l'hiver. Ça va tout niquer les saisons européennes. On va devoir attendre 4 ans et demi maintenant en plus. Donc, tu vois, c'est le bordel. Honnêtement, ça va être une Coupe du Monde bizarre dans le sens où on va vouloir regarder, mais on va vouloir aussi, on va pas être trop d'accord pour une fois avec la Coupe du Monde. Donc, je sais pas, j'ai vraiment pas un bon feeling avec ça. Moi non plus, mais ça a l'air que la FIFA changera jamais d'idée par rapport à ça. Ah ben anyway, ouais. Si on commence à parler de la FIFA, on va faire un épisode au complet. Ouais, c'est clair. Next! Oh, la campagne marketing. Oh, Ouais. oh my God. Veux-tu bien me dire pourquoi qu'on a pensé que c'était une bonne idée de prendre un ballon et de le faire parler pour présenter les nouvelles signatures du Barça? Qui a pensé que c'était une bonne idée de faire ça? Bah, les mêmes qui pensaient que recruter Yeremina, ça allait être une bonne idée, hein, parce que ça devait être dans la même réunion. Je te jure, j'ai été mal à l'aise quand j'ai vu cette publicité-là, j'allais dire, là, cette campagne, ce vidéo. Ils ont présenté Arthur comme ça, puis ils ont présenté Clément Langlais comme ça, puis je me suis senti mal à l'aise. Je sais qu'il y a des gens, puis il y a des gens qui me l'ont dit dans les derniers jours. Non, moi, je l'aime bien, la nouvelle campagne. Moi, là, quand on me présente un nouveau joueur de mon équipe, je veux voir des highlights. Mm. Au pire, aller, je veux le voir donner un speech, je veux le voir avec le maillot, tu sais, je veux en savoir plus sur le joueur. Mais d'avoir un ballon qui parle pendant 2 minutes de tout et de rien, et qu'à la fin, il me dit You know who else is a great baller? Lenglet. Enjoy Lenglet. Enjoy Barça. Moi, le enjoy truc, là, ça me met mal à l'aise aussi. Là. Mais oui. C'est bizarre. Là. Premièrement, c'est un slogan recyclé de Coca-Cola des années 90, déjà en partant. C'est vrai. Ça va finir en poursuite, ça aussi. Ouais, ben. Après, moi, je pense qu'ils l'ont mis juste en anglais pour toucher plus de monde possible. Non, c'est clair, mais c'est tellement facile de vendre le Barça. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est le rêve de toute personne qui travaille dans le domaine du marketing d'avoir un produit qui se vend tout seul. Moi, je suis d'accord. Après, je pense que mettre ça en anglais, avoir des trucs bizarres de ballons qui parlent, ça fait surtout mal aux fans du Barça, ça fait surtout mal aux socios du Barça, ça fait mal aux fans du Barça qui aimaient le Barça parce que justement, c'était un peu différent que les autres clubs. Là, finalement, on se rend compte qu'après les années où on essayait de nier la réalité, là, c'est clair à 100%, le Barça est rendu comme les autres clubs. Mais pour vrai, mettre ça en anglais, moi, ça me dérange pas. Parce que le Barça est un club international et il a toujours été depuis son année de fondation. Donc ça fait partie de la culture du Barça, le multilinguisme, le multiculturalisme. Je pense que c'est une valeur qui est importante, mais qui est trop souvent oubliée au Barça. Ouais, c'est pas faux. Moi, c'est plus la maladresse de cette campagne qui m'a mis mal à l'aise. C'est clair. C'est pas flamboyant. Exactement. Il faut s'en tenir au football. Ouais, c'est clair. C'est ça qui marche au Barça, c'est le football. C'est pas comme si le Barça avait besoin d'autre chose que le football pour vendre son équipe. Là. Je veux dire, c'est un des clubs les plus populaires au monde là, depuis des années. La saison 2 va être un petit peu différente de la saison 1. Mais j'ai envie de dire que ça va être une version améliorée de ce qu'on vous a offert jusqu'à présent. Étant donné qu'on va avoir énormément de temps, la saison va être longue, on va avoir la chance de faire des trucs une fois de temps en temps qui vont nous faire plaisir à nous, bien sûr, mais qu'on espère qu'ils vont vous faire plaisir à vous aussi. Ça va arriver une fois de temps en temps, quand il va y avoir les breaks FIFA, quand il va y avoir des longues périodes sans match. On va se permettre de vous présenter des choses un petit peu différentes. La semaine prochaine, pour le premier épisode de la saison 2, Alec et moi, on vous a préparé on vous a préparé un épisode où on vous explique l'origine du football total, la philosophie de jeu
qui fait qu'on est tombé en amour avec le Barça. Et moi, honnêtement, là, de tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est mon épisode préféré. Et j'ai vraiment hâte que vous l'entendez. C'était super cette émission-là. Je pense, je vais vous le dire, là, moi je me réécoute jamais. Là. Je pense que quand je te le dis tout le temps. Là. Mais lui, j'ai envie de les réécouter pour elle. C'était vraiment le fun. Comme c'était vraiment le fun. Ouais, puis pendant la saison 2, on va se permettre de faire des épisodes comme ça une fois de temps en temps. C'est sûr que on adore faire l'actualité, on adore analyser les matchs, mais on vous laissera pas sans épisode quand il y aura pas de match à couvrir ou quand il y aura pas d'actualité. Dans les périodes un peu plus creuses comme ça, on va se permettre de vous présenter des épisodes qui sont un peu plus philosophiques ou encore académiques, où est-ce qu'on va traiter des sujets qui sont un peu plus généraux, mais dans la lignée de l'univers du Barça et de la culture du Barça également. Donc, avant de quitter, j'aimerais dire un gros merci au Cannes Football Club. Merci à Sid de nous supporter toujours. Sofiane et Nilton. Sofiane et Nilton, j'aimerais vous dire bonne chance pour trouver quelqu'un qui va vous faire un podcast sur le Real Madrid. Pour l'instant, sur le Cannes Football Club, c'est l'Impact de Montréal et le FC Barcelona. Et on est très content de faire partie de la famille. Je me sens très, très choyé de pouvoir dire que je fais partie de cette équipe de passionnés et de gens ultra compétents. Et à chaque semaine, j'ai hâte d'arriver au point où est-ce que j'appelle Alec, on enregistre un épisode. C'est vraiment un moment fort dans ma semaine. Puis merci encore à vous de nous avoir fait confiance avec ce podcast. Sinon, on va se laisser sur de la musique. Ça va être la chanson, dans le fond, que vous entendez dans l'intro. C'est une chanson qui s'intitule « Straight to the Top ». Donc, pour une fois, vous n'allez pas entendre juste l'instrumental, vous allez entendre la chanson complète. Mais avant de se laisser, je vais laisser la chance à Alec de nous donner un mot de la fin. Ouais, dire à Sofiane et Nilton rapidement comme Titi va être Ballon d'Or. Non, évidemment, un gros merci à tous pour nous avoir écoutés pour la saison 1. Encore une fois, on a bien hâte de vous montrer la saison 2 avec les premiers épisodes, comme on a dit, là, que j'ai vraiment hâte que vous l'écoutez. Donc, un gros merci à tous. Écrivez-nous encore une fois, on adore parler foot. Là, ça réagit de plus en plus sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc, merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Ciao. Give it to them. Pick up, it's me again. Make it fast, understand. I can mash up all this friend. Ready to bust it up, straight to the top. I know you felt this up, so put your hands up, blaze it up, light it up, push it up, never stop. Bounce with the girl all night. Make your boy chill until the morning light. With the wickedest style, we always stay versatile. No time to play. Woodbine, no take holiday. Here to stay. Gaddafi stuff day after day. Always on the deal, real Batman. I know you feel, keep it tough. One-on-one with the Babylon, keep it rough. Bust my gun like a Dunkagon. Wolan, never left behind a good woman. Wolan, never chill with the Batman. Take your radio station for your satisfaction. Giving you sensation from the new generation. Money make my soldier go straight to the war. Gaddafi all-star, make you sweat on 100 bar. I love to smoke my ganja in a Cuban cigar. Give it to them, because it's me again. Make the fussy understand, I can mash up all this trend. Ready to bust it up, straight to the top. I know you feel this up, so put your hands up. Give it to them, because it's me again. Make the fussy understand, I can mash up all this trend. Ready to bust it up, straight to the top. I know you feel this up, so put your lighters up. Sandman in the lineup, wanna guard me? I was born in 84, let me see what's up. Ain't nothing but shorties and alcohol, I gotta get myself a woman. But first of all, barmaid, 2 beers and 1 juice. Fury don't drink, but we bout to get loose. Me and DVD drum
drunk like Russians, chasing fat asses to get more cushion for the pushing. 3 buddies, 3 hotties, the night is young. 6 places in my car, so let's get it on. Let's take it to the nearest motel. 3 different rooms, so we're all doing well. Hell, no need to tell you what's happening after a good session. Everybody is sleeping until the sun is up. We get up before they get up. Gaddafi all-stars, man, that's what's up. Give it to we, give it to them. Become it's me again, make the fussy understand. I can mash up all this friend, ready to bust it up. Straight to the cup, I know you feel this up. So put your hands up, give it to we, give it to them. Become it's me again, make the fussy understand. I can mash up all this friend, ready to bust it up. Straight to the top, I know you feel this up. So put your lighters up. Je te restitue le contexte, conteste même sans stress. Conteste et compte fait sans cesse. Moi je perds mes sens face à des fesses convexes. Vicieuse ou pensée concrète, appelé temps à la confesse. Se place de dos sans contexte. Faut qu'on fasse bouger les fessiers, histoire de mouiller les fossés. Fausser toutes les fausses de faux pas. Enfume mes phalanges ou faux pas. Cadencer comme des galériens. Ce soir tous mes galériens ne pourra m'arrêter. Elles n'ont qu'à danser. Moi je continue de marauder. Rôder autour d'elle et grouiller. Poter comme un tuteur habillé. Prier sur la piste enflammée. C'est comme ça que se passe mes soirées. Give it to them, become it's me again. Make the fussy understand. I can mash up all this friend, ready to bust it up. Straight to the cup, I know you feel this up. So put your hands up, give it to we, give it to them. Become it's me again, make the fussy understand. I can mash up all this friend, ready to bust it up. Straight to the top, I know you feel this up. So put your lighters up.